Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur cette saison 3 du webinaire Alliance Bâtiment Circulaire. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Kaïs Kamal, qui est le directeur prescription de Vicona France. Bonjour Kaïs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une courte introduction. Ensuite, Kaïs fera sa présentation. Je reprendrai un petit peu la main derrière. Et puis on aura 10-15 minutes de questions, si vous le voulez bien. Donc, je vais un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à partager aujourd'hui qui vont vous ravir, je pense. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Voilà, vous avez la photo de Kaïs qui se présentera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, oui, c'est la présentation de produits circulaires, c'est important puisque pour certains d'entre vous qui viennent régulièrement sur ce webinaire, l'idée de l'Alliance Bâtiment Circulaire, encore une fois, c'est de permettre à toutes les personnes, toutes les organisations qui contribuent à créer des bâtiments circulaires, justement, de pouvoir s'exprimer. Donc, l'idée, c'est que ces webinaires sont une plateforme pour toute personne qui est intéressée à partager depuis sa vision du bon paradigme de l'économie circulaire, en fait, ses produits ou ses bonnes pratiques. Donc, nous, on est là pour tout organiser. Donc, si vous êtes intéressé à participer, n'hésitez pas. Pour rappel, encore une fois, l'idée, c'est de passer d'une gestion très linéaire, une vision très linéaire du monde, en fait, où on extrait, on fabrique, on utilise, on jette, qui est une vision très orientée déchets, qui n'est pas celle de la nature, à une vision circulaire, donc du cradle to grave en anglais, du berceau au tombeau, au cradle to cradle, du berceau au berceau. Donc ça, c'est important de voir qu'on s'inscrit dans des paradigmes différents, puisque à l'issue de l'usage, l'idée, c'est éventuellement en ayant réemployé ou réparé, de faire en sorte qu'on puisse upcycler. Finalement, ça veut dire que les matières re-rentrent dans des processus de production, et on aura un bon exemple avec celui de Vicona. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de raréfaction des ressources, et on parle beaucoup, par exemple, de développer les énergies renouvelables, pour donner un exemple, et aller au-delà de ça, parce qu'elle s'appuie sur on va dire, des matières, comme les matières fossiles qui ne sont pas durables. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, les panneaux solaires utilisent un métal qui s'appelle l'ignium, de même d'ailleurs que nos écrans LCD, et on a 19 années de réserve en fait pour ce métal-là qui n'est absolument pas recyclé à ce jour. Donc ça veut dire que le paradoxe, c'est qu'on veut finalement remplacer des matières qui sont moins durables par des matières qui le sont encore moins. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision globale des matériaux, de connaître leur disponibilité et de récupérer le plus possible. Et c'est ça le but de l'économie circulaire. D'autant plus que c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus comme étant, même au niveau des grands fonds d'investissement, quelque chose qui est de plus en plus regardé et nécessaire. Vous voyez, là, je vous ai mis sous les yeux le fonds souverain norvégien, c'est le plus gros du monde. Il représente au niveau mondial 1,2% des actifs, donc c'est énorme. Et aujourd'hui, littéralement, il bannit des géants miniers, alors dans le charbon, mais également dans les métaux, qui ne contribuent pas à cette régénération ou cette préservation des ressources. Donc, on est vraiment rentré dans une ère aujourd'hui où même d'un point de vue financier, boursier, fonds d'investissement, etc., où ces fonds-là se préoccupent vraiment d'avoir et d'investir dans des organisations qui travaillent en fait à une plus grande durabilité. Et l'économie circulaire répond très bien à ça. Donc, imaginez si demain, en fait, ils bannissent des géants qui produisent de la bauxite pour faire de l'aluminium. C'est là où on sera très content de tout le travail que va nous présenter et que fait par exemple Vicona. Dans le domaine du bâtiment, c'est d'autant plus important parce que le bâtiment, on le verra, c'est un gros consommateur de ressources, de matières premières, un gros pollueur si on ne fait rien, et puis un gros émetteur de CO2. Il faut savoir que le bâtiment, c'est un métabolisme lent. 75% des constructions sont renouvelées plusieurs fois pendant la vie du bâtiment, pour certains plusieurs fois. Donc imaginez une façade, elle est au moins remplacée une fois, et tout l'aluminium dont on parlera tout à l'heure avec Kaïs Kamal, en fait, qui est utilisé dans les différents produits qui constituent ces différents corps d'État, va être remplacé et malheureusement trop souvent jeté, alors qu'il y a des filières qui pourraient très bien fonctionner du fait des caractéristiques de l'aluminium.
Donc l'idée, c'est vraiment de passer, et c'est ça finalement l'objet de l'Alliance Bâtiment Circulaire, c'est de travailler avec les promoteurs, les aménageurs, les développeurs, les fabricants, les investisseurs qui ont des choses à apporter dans ce genre d'alliance, de dire on veut passer finalement ensemble d'un modèle où aujourd'hui le bâtiment, à travers les produits qu'il utilise, est source de déchets et de coûts, puisqu'en fait le propriétaire de ces ressources, alors qu'elles ont une valeur économique résiduelle, doit payer quelqu'un pour s'en débarrasser. Donc c'est encore une vision très hygiénique en fait des choses. Donc on se débarrasse de nos déchets, on paye quelqu'un pour ça. Alors même que le bâtiment, vous le voyez sous les yeux, ça consomme beaucoup de matières premières. C'est un gros producteur de déchets quand on est dans ce modèle linéaire. Ça émet beaucoup de CO2 et qu'on a une réglementation qui se durcit au niveau français et au niveau européen pour faire en sorte qu'il y ait une valorisation de matière. Aujourd'hui, beaucoup de gestionnaires de déchets en fait, annoncent à tort des taux de valorisation de matière qui paraissent supérieurs à 70%. Nous, on l'a regardé pour différents clients qui nous ont demandé. C'est très souvent en fait mensonger et parfois frauduleux. Donc, il faut vraiment regarder et tracer en fait pour être sûr que les choses se passent bien, puisque eux sont payés en amont et vont chercher à se débarrasser de ça en aval à moindre coût, quitte à privilégier l'enfouissement alors qu'il y a peut-être des solutions en fait, d'upcyclage. Donc l'idée, c'est de passer de ce modèle linéaire-là à ce modèle circulaire-ci, où on boucle la boucle, c'est-à-dire qu'on est capable de faire la gestion de nos ressources. C'est un nouveau métier qui apparaît maintenant avec l'économie circulaire qu'on appelle le resource management, qui, à travers, par exemple, une banque digitale de matériaux, permet de caractériser les produits et en fin d'usage, avoir un ressource manager qui va travailler à les broquer, à trouver des sources de réemploi ou d'upcyclage et qui vont être une source du coup d'économie ou de revenus pour le propriétaire pour lequel le ressource manager interne ou externe travaille. Du coup, on a aujourd'hui des premiers chiffres qui montrent qu'on peut régénérer jusqu'à 82% des produits du bâtiment en fin d'usage, récupérer jusqu'à 15% de la valeur économique d'acquisition des produits qui constituent un bâtiment. Et en faisant des choix plus conscients de produits, on peut améliorer non seulement la circularité du bâtiment, donc mieux régénérer, mieux récupérer de la valeur économique résiduelle, mais aussi, puisque c'est un choix plus conscient, on le verra avec AIS également, donc faire des choix de produits qui vont améliorer la qualité de l'air intérieur, ou faire baisser l'empreinte carbone globale du bâtiment. Donc, il y a de plus en plus de bâtiments qui sont en train d'entrer dans cette dynamique circulaire. Aujourd'hui, on en avait 400 000 m². Il y a des choses qui sont en train de se faire. Ce chiffre sera probablement doublé courant 2021 grâce aux actions conjuguées et la prise de conscience des aménageurs, des promoteurs, des fabricants. L'idée, c'est pour que ça soit passé, on va dire, de la théorie ou du concept à la réalité. Ça veut dire que finalement, un constructeur va, pour pouvoir concrétiser cette promesse de l'économie circulaire, bâtir son bâtiment comme une banque de matériaux, c'est-à-dire qu'il va penser un bâtiment le plus démontable possible et caractériser le plus de produits possibles dans son bâtiment à travers ce qu'on appelle les passeports circulaires, c'est-à-dire qu'on connaîtra la composition, la non-toxicité, l'empreinte carbone, l'énergie qui a été nécessaire pour le fabriquer, son impact sur l'eau, son impact sur le social, la part de recyclé, de biosourcé, les prochains usages. Donc, concentrer une information, là aussi on verra encore avec Vicona, qui permet de faire les bons choix. Bien sûr, les bons choix, ça veut dire sélectionner les bons produits. Donc, des produits qui sont sains et circulaires, soit parce qu'ils sont par exemple certifiés Cradle Cradle, qui est la norme internationale pour les produits circulaires, soit qui sont équivalents, ne sont pas certifiés, donc, mais qui ont des qualités équivalentes. Et voilà, donc là, vous avez un certain nombre de produits, et c'est là où je vais donner la main à Caïs pour qu'il puisse effectivement nous présenter tout le processus de fabrication et tout le processus de cyclage qui permet de répondre à ces contraintes en fait, ou ces besoins de plus en plus grands dans les bâtiments circulaires. Donc, Caïs, si tu veux prendre la main et partager, t'en prie. Oui, je vais partager. Hop. Je n'ai pas présenté Caïs plus que ça, je l'ai introduit rapidement tout à l'heure, mais Caïs, en fait, est le directeur de la prescription de Vicona France. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de choses à vous partager. Je te laisse la parole. Oui, c'est gentil, merci Eric. Oui, ben, j'espère que ça va être intéressant pour vous et que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous verrez, on se dit les choses, on ne se les cache pas et le but, c'est d'être complètement transparent les uns avec les autres. C'est impossible pour moi de vous parler des produits sans passer par le rituel de passage qui consiste à présenter l'entreprise et à présenter le groupe. Et vous verrez, il y a un intérêt aussi à le faire, c'est que pour pouvoir être légitime à montrer qu'on intervient sur toute la chaîne de valeur et sur tout l'outil industriel,
il faut avoir la capacité à le faire. Et Vicona appartient au groupe Hydro. Donc, il n'y a aucune transition volontaire de notre part. De tout à l'heure, Eric a parlé du fonds souverain norvégien. Hydro est un groupe norvégien, donc peut-être qu'il y a une raison à cela. Mais du coup, Hydro est un monstre, hein, un mastodonte dans l'aluminium. Il est présent dans plus de 40 pays, à 150 sites, 35 000 employés. C'est un géant de l'aluminium. Donc, il gère toute la partie, aussi bien de l'extraction de la bauxite, hein, le matériau qui sert à réaliser l'aluminium, à transformer, à passer de la bauxite à l'alumine, une sorte de poudre blanche, et ensuite de passer l'alumine à l'aluminium. Et ils ont également des barrages hydrauliques pour tout ce qui est énergie, tout ce qui est première fusion, les billets d'aluminium que vous pouvez voir, les rouleaux de product, tout ce qui est tôlerie d'aluminium et extruded solution. Alors, c'est aussi bien du precision tubing, ça va sur de l'aluminium qui sert à des plateformes ou à l'aéronautique, à des plateformes offshore, qu'à des profilés fins que l'on utilise pour les fusées de la NASA avec lesquelles on travaille. Donc après, à droite, hein, Total Transparence, on vous met les chiffres. Vous voyez que c'est un grand groupe à caractère international. Donc du coup, vous voyez la petite photo sur la poudre blanche, c'est l'alumine que l'on voit et l'intervention que l'on a, de la source de l'énergie à l'eau jusqu'à le dernier picto que vous avez en bas à droite avec l'aluminium, les barres d'aluminium. Bon, c'est plus de la pré-consommation que de la post-consommation. Je vous en parlerai après. Mais c'est un groupe qui existe dans différentes divisions, différentes parties du monde. Nous, on est spécifiquement dans la partie building system qui est à droite, dans la branche bâtiment. Donc, on a d'autres produits qui sont destinés à l'industrie, mais la branche bâtiment dans laquelle je suis intervient sur forcément les projets de construction. Et plus précisément, si on va regarder un peu plus dans le détail pour parler de Vicona, donc Vicona, cette marque du groupe est présente dans 48 pays. On fait des solutions sur mesure plus que des solutions catalogue. Donc, on travaille l'aluminium, mais beaucoup plus sur des projets qui conviennent à la conception de l'architecte et qui sortent de ce que l'on fait de façon standard. C'est ce qui nous est demandé à chaque fois et c'est ce qu'on aime faire. Et on a bien sûr des outils industriels sur la France. On a des sites d'extrusion en France, des sites de laquage. On a des chimistes en France, comme on a des contrôleurs qualité. Enfin, tout l'outil est ici. Donc, c'est beaucoup plus simple à gérer. Vous allez me dire, depuis tout à l'heure, est-ce qu'on est un fabricant de minerais? Parce que depuis tout à l'heure, je ne vous parle que du matériau. Mais la finalité, c'est qu'on est concepteur gamiste, donc on intervient sur tout le lot menuiserie extérieure, aussi bien en enveloppe du bâtiment, comme vous le voyez là sur la partie façade, tout ce qui est murs rideaux, comme des tours à la défense, comme des commerces ou du bâtiment tertiaire que l'on a à faible niveau, et tout ce qui est fenêtres, portes, châssis, tout ce qui se fait sur le lot menuiserie extérieure en aluminium, nous pouvons y répondre, et aussi bien sur des caractéristiques de retardataire à l'effraction que de sécurité incendie et autres. Donc, on intervient sur toute la branche. Et ça me permet de vous faire le lien maintenant avec ce qui va vous intéresser beaucoup plus et qui intéressera aussi l'Alliance. C'est qu'on a fait un constat parce qu'on a toute cette maîtrise sur l'aluminium. Donc, on a fait un constat, on a fait une projection jusqu'à 2030 et forcément, la production d'aluminium va augmenter. Elle va augmenter avec le temps et forcément, les déchets qui vont en découler vont augmenter également. Donc, ça devient une source d'approvisionnement qui peut être utilisée au-delà même de l'extraction même de la bauxite qui existe dans l'écorce de la masse terrestre. On peut l'utiliser également les déchets. Et puis, forcément, le traitement des déchets a un coût, donc autant utiliser ce qui va être produit, qui va être présent en plus grand nombre. Et on a fait un bilan aussi. Et en totale transparence, on n'est pas les bons élèves. On est plus dans les derniers de la classe à côté du radiateur que ceux qui sont premiers, qui ont les bonnes notes. Donc, du coup, on voit bien que dans l'empreinte carbone, si on prend l'aluminium de façon générique, moyenne, on est à 10 kg de CO2 par kilo d'aluminium produit, alors que les autres matériaux, le cuivre, l'acier, le PVC, le bois, sont de meilleurs élèves. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, on le met, on dit que l'aluminium est sous pression. Donc, soit on ne fait rien, soit on fait quelque chose. Et on a décidé il y a plusieurs années, parce que c'est un cheminement qui est assez long, de faire quelque chose. D'autant plus que l'empreinte carbone dans l'aluminium n'a pas un impact négligeable. Là, on le voit sur une projection. Alors, bien sûr, c'est une moyenne, ça dépend du bâtiment, de sa localisation, des contraintes, mais grosso modo, on évalue à 15% l'impact carbone du lot menuiserie extérieure et forcément des façades et menuiseries. Là, on intervient. Donc, ce n'est pas négligeable comme impact et on peut agir. Si on prend l'exemple d'un châssis, d'une fenêtre, on estime à 400 kg de CO2. Alors, on a pris des cotes à coterme sur le langage visuel pour se rapprocher de valeurs qui soient comparables. Et dessus, on voit bien que l'aluminium, bien qu'il représente que 24% du poids de la menuiserie,
le poids carbone de ce matériau représente 65%. Donc, il y a matière à agir. Et quand on fait la projection avec ce que donneraient les différents matériaux que l'on pourrait utiliser, au-delà même de l'aluminium, on voit bien que le PVC, le deuxième histogramme, est meilleur que l'aluminium basique, standard, et que le PVC recyclé, même s'il est meilleur, n'est pas sensiblement meilleur, même si 25% du recyclé est utilisé. On voit qu'en utilisant de l'aluminium recyclé, on divise quasiment par deux le poids carbone de l'ensemble, et le bois reste meilleur. Bon, après, ce n'est pas les mêmes caractéristiques architecturales, ce n'est pas les mêmes choix, pas les mêmes coloris, etc. Mais on voit bien que là, si on regarde et qu'on se compare au reste du monde, alors j'aime pas trop prendre l'exemple des Chinois à chaque fois parce que c'est ceux qui sont en tout rouge, tout à droite dans l'histogramme, ils sont à 20 kg de CO2 par kilo d'aluminium produit. Donc, ce sont les derniers de la classe. Par contre, on voit bien que même l'aluminium primaire, hein, le premier, le cinquième histogramme que vous voyez, la moyenne européenne, elle est à 6,7 kg d'aluminium. C'est ce que vous voyez sur les FDES aujourd'hui communément utilisés. On est dans ces eaux-là. Et nous, en aluminium recyclé, et on va le voir après, on est à 2 kg de CO2. Donc, on divise déjà par 10 par rapport à nos confrères chinois. Et par rapport à la moyenne européenne, on est à beaucoup plus que 3 fois moins de bilan carbone, d'empreinte carbone. Et vous allez me dire, depuis tout à l'heure, je vous annonce des chiffres et je me les auto-valide et je me dis que je suis bon. Et c'est un peu la méthode Coué. Mais ce n'est pas le cas. On ne fait pas les choses tout seul. Ce n'est pas que du marketing. Ce n'est pas juste de la communication. On passe par le DNVGL, qui est un organisme reconnu, État, qui atteste aussi que les matériaux qu'on utilise, qui sont la source de l'approvisionnement de cet aluminium recyclé, sont bien des déchets de démolition, etc. Donc, ce sont bien des éléments certifiés. On a des EPD qui les attestent également. Il y a beaucoup d'industriels qui présentent des valeurs, qui montrent des bilans carbone, mais qui n'ont pas toute la chaîne. Donc, quand vous n'avez pas toute la chaîne de l'extraction jusqu'à la finalité, l'extrusion même du produit, on ne peut pas avoir un bilan comptable qui soit juste et cohérent. À partir du moment où vous l'avez, c'est pour ça que c'est important de vous parler d'hydro, vous pouvez la tester et vous êtes crédible dans la démarche. Je vais rentrer un petit peu plus dans le process d'utilisation. On a deux usines, une au Luxembourg et une en Allemagne, avec du recherche et du développement qui a été lancé il y a plusieurs années de ça, et dans laquelle on a mis en place un process où on va récupérer, c'est des conteneurs qui arrivent, c'est pas des conteneurs, c'est des camions qui nous livrent de l'aluminium, des barres d'aluminium qui sont issues de démolition de bâtiments environnants. Pas forcément d'aluminium qui viennent de nos alliages, hein. Ça peut être n'importe quelle source d'aluminium, n'importe quel coloris, n'importe quel type. Donc, ils arrivent à cette usine qui absorbe 28 000 tonnes par an d'aluminium. Et du coup, on a des courants de Foucault, des aimants, on a un tri, du déchiquetage, et ça repasse dans les courants de Foucault. J'ai une petite vidéo après hein, qui va vous expliquer tout ça. Et du coup, en sortie de ce tamis et en sortie de ce tri, on récupère forcément 80% des éléments. Les 20% qui sont rejetés, ils sont reconditionnés, on part sur un autre cycle de valorisation. Donc, on ne perd rien sur cette branche-là. Et en sortie, ce que l'on obtient, ce sont ces petites chips d'aluminium. Alors, on ne les appelle pas chips d'aluminium parce qu'elles ont la croustillance d'une chips, mais elles ont plus la forme et l'apparence de chips. Alors, il faut être un peu imaginatif, hein. Mais ça donne ce rendu-là. Et ensuite, on l'envoie dans une autre usine qui est en Allemagne, qui va du coup fondre ces chips et nous permettre d'avoir la matière première qui est la billette d'aluminium et qu'on va extruder et obtenir des profilés aluminium que l'on utilisera. Et en sortie, c'est quand même bien de le préciser, la composition même de ces billettes d'aluminium qui seront utilisées. Alors, on dit que c'est 75, d'où le nom 75R que l'on avait dans l'appellation. C'est 75% minimum. Alors, vraiment grand minimum, hein. On n'a jamais quasiment ces taux-là. La plupart du temps, le taux nominal, c'est plus 82,3% d'aluminium. Mais on se restreint et on se donne une sécurité en disant 75. Donc, dans son alliage, il y a 75% d'aluminium. Il y a une portion forcément supérieure d'aluminium recyclé. Il y a une partie de déchets pré-consommation, c'est tout ce qui est chute de fabrication, mais qui n'a pas été utilisé, hein, que l'on récupère dans des usines et autres de menuisiers, etc. Donc, ce ne sont pas des éléments qui ont été utilisés, qui ont eu une vie sur le chantier, et on y ajoute une part d'aluminium primaire. Pour l'instant, on ne peut pas s'en passer, on est obligé d'y ajouter une part d'aluminium primaire. Et il faut savoir quand même que
dans ce process-là, on n'utilise que 5% de l'énergie qui serait nécessaire à un cycle complet, s'il était 100% constitué d'un aluminium primaire. Donc, on a une réduction de l'utilisation de l'énergie qui est quand même assez importante. Alors là, c'est une vidéo alors, il faut être un petit peu patient. Elle dure 6 minutes, mais par contre, elle est très pédagogique et très explicite. Donc, je vais me taire et elle va tout dire et parler à ma place. Les ingénieurs de Clairvaux ont fait entrer le recyclage des métaux légers dans une nouvelle ère. Leur objectif est de réduire la consommation d'énergie de l'usine tout en augmentant l'utilisation des matériaux recyclés. Les ingénieurs de Hydro utilisent de petits morceaux d'aluminium pour cette nouvelle technologie de recyclage. Ces morceaux proviennent de cadres de fenêtres broyés dans une usine située à Dormagen, en Allemagne. Pour la première fois, une usine de tri innovante utilise la technologie des rayons X pour séparer proprement les différents alliages. Le matériau recyclé est entièrement composé d'un alliage d'aluminium 60-60, longtemps utilisé dans la production de cadres de fenêtres. Mais les résidus de peinture présents sur le matériau broyé sont un vrai problème. À Clairvaux, un convoyeur en acier transporte le matériau jusqu'à une station de pyrolyse. L'unité de pyrolyse consiste en un long four cylindrique dans lequel le matériau est introduit. À l'intérieur, une conduite interne fait circuler de l'air très chaud à environ 800 degrés Celsius. Une température suffisamment élevée pour éliminer les résidus de peinture. Le gaz de pyrolyse obtenu est riche en hydrocarbures à chaîne carbonée longue. Le gaz de pyrolyse à haute énergie est alors conduit dans un cyclone qui sépare la poussière. Il entre ensuite en chambre de post-combustion. Ici, l'énergie récupérée du gaz de pyrolyse permet la réduction de l'apport en gaz naturel pour la post-combustion. La chaleur générée alimente l'intégralité du processus. L'énergie contenue dans les résidus de peinture du matériau recyclé est ainsi utilisée dans le cadre du processus de purification. Chaque année, l'usine traite 25 000 tonnes de matériaux recyclés broyés. Après ce processus efficace de retrait de peinture, les morceaux d'aluminium sont acheminés vers un tamis. Les particules de cendre tombent dans un convoyeur à vibration. Un convoyeur à chaîne tubulaire retire les particules. Un autre convoyeur vibrant transporte le matériau purifié vers un four de fusion. Un brasseur électromagnétique permet d'alimenter le four avec la quantité optimale de matériaux. Le champ électromagnétique aspire les morceaux d'aluminium dans le bain d'aluminium liquide. La fusion s'effectue donc rapidement et de la manière la plus efficace. Ainsi, le matériau de recyclage ne subit aucune oxydation sur la surface en fusion. Tout risque de brûlure des particules d'aluminium est ainsi évité. En outre, le processus de fusion permet de garantir une homogénéité parfaite en termes de température et de composition chimique. Un maximum de matériaux recyclés peut ainsi être utilisé. Cette technologie innovante augmente non seulement le taux de recyclage et la qualité du produit, mais elle réduit aussi la consommation d'énergie totale de l'usine de recyclage.
Les résidus de peinture sont des impuretés qui perturbent le processus de recyclage. La pyrolyse permet de capturer l'énergie contenue dans les résidus de peinture. Le gaz obtenu ne sert pas uniquement au processus de pyrolyse. Il permet également de préchauffer l'air de la chambre de combustion via un échangeur thermique. De plus, la pyrolyse garantit que les morceaux d'aluminium atteignent une température de 350 degrés Celsius à la fin du processus de purification. Une énergie thermique qui n'aura pas à être générée dans ce four de fusion. Au final, la consommation d'énergie de l'usine est 15% inférieure à celle d'une usine conventionnelle. Grâce à cette nouvelle technologie, l'utilisation de matériaux recyclés passe de 15 à 33%. Au cours des prochaines années, la demande mondiale en produits en aluminium est vouée à augmenter rapidement. Les déchets d'aluminium vont donc suivre la même tendance. Les ingénieurs... Voilà, non, je vous prépare une deuxième rediffusion. Et c'était important de vous montrer comment se passait le process pour pouvoir attester. Et en même temps, vous avez vu, on vous dit beaucoup de choses, hein, on ne vous cache rien. Mais encore une fois, ce n'est pas un concept, hein, ce n'est pas un concept car, ce n'est pas quelque chose que l'on montre et on a fait 2 menuiseries ou 2 chantiers dans le monde. C'est quelque chose que l'on utilise depuis un moment et il y a beaucoup de promoteurs ou d'architectes d'ailleurs qui ont de l'aluminium recyclé sur leur chantier et qui ne le savent pas. Mais on a par exemple ce dossier à Bordeaux que l'on a fait, hein, qui était une tour en bois, dont le noyau central était en béton, mais l'ossature était en bois. Et du coup, on a utilisé l'aluminium recyclé. Parce que le promoteur l'a demandé, on lui avait fait une présentation, on a dit arrêtez tout, je veux de l'aluminium recyclé sur le projet. Bon, l'argument qui a fait mouche aussi, c'est que pour nous, il n'y a aucune incidence financière pour qui que ce soit, à part pour nous, parce que pour nous, forcément, c'est des gestions de flux un peu différents, mais on le commercialise exactement au même prix que de l'aluminium qui n'est pas recyclé. Ce qui est un petit peu faux aujourd'hui, parce que l'ensemble de notre gamme aujourd'hui est en aluminium recyclé. C'était fixé qu'avant la fin de l'année, on puisse passer l'ensemble de nos produits. Également, hein, dans le nord de la France, un bâtiment, IESEG, une école d'ingénieurs, qui est en aluminium recyclé également. C'était une demande spécifique aussi de l'école, de mettre ça en avant. Et à travers le monde aussi, parce que ce n'est pas que franco-français. Et puis, pour la petite histoire, c'est quand même le siège d'une compagnie pétrolière koweïtienne qui a été le premier chantier que l'on avait fait en aluminium recyclé. Mais ceux qui ont la part belle, ça reste quand même les pays nordiques qui sont ceux qui ont le plus de projets avec cet aluminium recyclé, et l'Allemagne également. Donc, c'est quelque chose qui est fait à travers le monde et la demande croît fortement. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, demain, là, on dépasse ce qu'on avait planifié en termes de besoins et de demandes, mais on s'organise pour pouvoir faire en sorte de répondre à la demande prochainement. Mais vous n'aurez pas de souci d'approvisionnement en tout cas. Et un autre lien également avec Upcyclea, c'est que, alors, j'ai toujours du mal à parler de cradle to cradle devant Upcyclea parce que ils le connaissent sur le bout des doigts, ce sont les évaluateurs généraux pour la France. Il faut me couper, hein, Eric, si je le dis pas bien. On est accrédité pour ça, en fait. En effet. Oui. Et du coup, c'est une démarche dans laquelle on s'est lancé il y a quelques années, parce que pour nous, on cherchait beaucoup de certifications qui étaient assez exigeantes et qui nous permettaient de mettre, auxquelles se confronter et faire un bilan sur nos produits. Et du coup, on s'est lancé dans le cradle to cradle. Il faut savoir que sur une seule menuiserie, il y a quand même 150 références et qu'il a fallu aller travailler et retracer chez 50 fournisseurs l'ensemble de ces éléments-là. Donc, du coup, on a aujourd'hui des produits qui sont certifiés Cradle to Cradle, argent, bronze, et on tend à aller vers l'or sur certains produits qui devraient être soumis et qui devraient le passer, logiquement, on croise les doigts. Mais pour nous, c'était nécessaire et on va continuer aussi cette démarche-là parce que les critères sur lesquels sont évalués les différents produits sont importants et sont intéressants, hein, que ce soit de la gestion de l'eau jusqu'à l'impact sociétal ou la non-toxicité forcément des produits. Et c'est complètement en lien avec les valeurs que l'on a.
Et aujourd'hui, on est rentré aussi on a publié nos passeports circulaires au sein de Upcyclea Cloud. Donc, pareil, hein, c'était forcément un lieu sur lequel très exigeant. Ça n'a pas été évident parce que c'est très exigeant, forcément parce qu'ils veulent que l'information soit pertinente et on doit rentrer dans le détail chaque élément et ça nous va parce que du coup, l'information est vérifiée et l'information est de qualité. Donc, pour nous, c'était nécessaire et on va continuer à publier des passeports au sein du cloud. Voilà. Et là, je ne voulais pas finir sur une slide classique, j'aimerais bien mettre un petit peu de verdure dans la fin de la présentation. Vous voyez, alors je ne suis pas pour, quand on fait pas de l'écologie, mais de l'environnemental à crédit en disant, bon, bah, j'ai planté 80 arbres, alors ça me donne tant de carbone, donc je peux aller polluer l'équivalent de temps. On n'est pas très friand de ça, mais au moins parfois ça permet de donner une valeur ou de se figurer un petit peu le poids que peut avoir une tonne de CO2. Vous voyez comme l'exemple, hein, une tonne de CO2, c'est l'équivalent d'un être qui pousse pendant 80 ans pour pouvoir l'absorber. Et on pourrait en donner plein des exemples comme ça. Mais bon, l'image était belle, je préférais s'en finir avec ça. Donc voilà, merci Eric. Merci Caïs. En fait, je vais reprendre la main du coup pour présenter un petit peu justement les passeports que vous avez rentrés dans Upcyclea Cloud. Donc, je vais partager mon écran. Pour reprendre la main, normalement, vous voyez, donc merci, c'était vraiment passionnant. Et merci pour cette transparence, y compris pour le bois, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde se rue sur le bois, mais le bois, il est pas renouvelable en un jour. Effectivement, il faut beaucoup de temps pour qu'il le soit. Et si on n'organise pas, comme on a organisé là, vous l'avez vu, en fait, toute une cascade, toute une filière en fait, d'upcyclage d'aluminium, si on n'organise pas ce qu'on appelle une cascade du bois, donc qui permet d'upcycler le bois, depuis le bois massif jusqu'à des cendres non toxiques pour que ça serve d'engrais, que ça revienne aux forêts, avec tous les trucs intermédiaires, en fait, on aura du mal, en fait, il faut se poser la question du bois. Et d'ailleurs, les forêts nordiques commencent à s'offrir grandement. Ce que tu disais, Caïs, en fait, sur le cloud, c'est quelque chose qu'on a ouvert il y a à peine un mois et qui vise justement à donner de la transparence aux utilisateurs de produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des produits, il y en a plein. Il y a des choses qui sont dites, peuvent être vraies, qui peuvent être un petit peu moins vraies, plus commerciales, on va dire. Donc, l'idée, effectivement, aujourd'hui, vous l'avez vu quand je l'ai présenté au début, pour créer des bâtiments circulaires, il faut caractériser les produits qui constituent le bâtiment. Et je vous dirai après pourquoi. Donc, caractériser les produits, ça inclut notamment le fait d'avoir ce qu'on appelle un passeport circulaire qui caractérise le bâtiment. Aujourd'hui, il n'y en a pas dans le monde. Tout se trouve en fait dans cette plateforme-là. Il y a des milliers de produits, des produits Cradle, mais pas que. Et c'est un standard qui est en train de se définir au niveau européen. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est introduit dans la version 4 des critères Cradle to Cradle. Donc voilà, donc quand on va sur le cloud, on a accès à un certain nombre de produits. On peut faire des recherches, on peut mesurer la performance circulaire d'un produit, ça nous les classe. Et tes produits, en fait, Caïs, vont venir concurrencer fortement ce target qui, en général, sont très exemplaires. Donc, je pense que vous départagerez par l'ordre alphabétique plus que par la qualité. Mais c'est une très bonne chose, en fait, en matière d'inspiration pour les autres acteurs qui sont peut-être encore pour l'instant moins vertueux. Ce que je voudrais vous montrer, c'est justement les passeports, donc puisque c'est public, donc alors est-ce comment on accède à ça? Voilà, je vais partager cette fenêtre-là. Voilà, normalement, vous voyez ma fenêtre? Est-ce que vous voyez Upcyclea Librairie sous les yeux? Ou pas? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc là, ce qui est bien, c'est que chacun peut se créer un compte en ligne pour pouvoir accéder justement à cette liste de passeports circulaires. Oui. Donc, évidemment, l'accès est complètement gratuit et les fabricants ont accès sur demande en fait à un compte gratuit. Il faut juste qu'ils aillent là-dedans, qu'ils demandent à s'inscrire.
ils ont accès à un compte gratuit et s'ils le veulent, ils peuvent avoir des petits pictogrammes que je vous ai montré qui étaient de couleur. Et là, ça demande un petit abonnement puisqu'il y a un travail derrière de notre part en fait, à faire cette notation qui n'est pas une évaluation. C'est plutôt l'idée de mettre en avant les certificats, les analyses qui ont été faites au niveau de la non-toxicité, au niveau de la circularité, de la part de recycler, au niveau de l'empreinte carbone, de l'impact sur l'eau, de l'impact social, des produits donc recensés. Donc là, n'importe quel fabricant peut déclarer gratuitement autant de passeports qu'il le souhaite. Pour l'instant, il y en a 2 en fait, plus un de SAPA qui est une filiale d'Hydro, dans Psycler.cloud, et je sais que les autres passeports sont en train d'être publiés et sont en cours de notation. Si on ouvre par exemple un passeport, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver des informations évidemment générales. On va trouver des quantités en termes de conversion pour le produit. Ça, c'est important parce que ça permettra aux constructeurs, aux maîtres d'œuvre et donc à son maître d'ouvrage de pouvoir faire des comparaisons et de faire des calculs, par exemple, de signature circulaire sur la totalité des bâtiments parce finalement, on va tout ramener à la masse. Et dans le cadre de ce produit-là de Vicona, qui est le VicStyle 75, ils peuvent du coup décrire leur composition au niveau où ils le souhaitent. Alors, ils peuvent éventuellement déclarer plusieurs composants et derrière s'appuyer sur une nomenclature universelle que propose le cloud, qui est unique au monde en fait et qui leur permet de pouvoir déclarer justement les parts de ce qui constitue le profilé d'aluminium ou les casquettes, qui est un EPDM par exemple. C'est là où ils vont dire si oui ou non ils ont, là ils sont certifiés Cradle, mais un produit qui ne le saurait pas aurait la possibilité malgré tout de dire oui, effectivement, j'ai fait une vérification ou il y a un tiers qui a vérifié pour moi. Donc oui, effectivement, je suis en dessous des seuils de la liste des produits bannis par le Cradle. Donc ça apporte des grandes sécurités en matière de non-toxicité. C'est là aussi en fait où le fabricant va décrire sa part de recyclé, sa période d'usage, qui est en général donc un peu théorique puisque je pense que les façades sont parfois remplacées avant 50 ans, mais ça veut dire qu'en gros le produit en fait a cette durée de vie là. Et puis éventuellement s'il y a une ou plusieurs prochaines vies qui sont prévues, et là on a vu en fait tout ce que nous a décrit Caïs, donc à quel point c'est pertinent dans ce cas-là. Également donc si éventuellement le produit est certifié, vous voyez, vous arrivez presque à expiration. Donc, je pense que les certifications sont en cours avec nos collègues en Allemagne. L'empreinte carbone qui peut être issue des FDES ou des IPD en fait, qui sont aussi en général lancés par le fabricant. L'énergie qui est servie à le fabriquer, les aspects gestion de l'eau, responsabilité sociale, et puis des informations plus génériques, le lieu, etc. Là, d'ailleurs, je te signale, Caïs, vous pourriez mettre des documents. Par exemple, tu peux mettre, si tu le souhaites, ta FDES à ce niveau-là. En général, les fabricants les mettent, ou d'autres documents, peut-être justement sur tout le processus de recyclage d'aluminium, ou tout ce qui te paraît utile d'un point de vue commercial, donc qui est toujours apprécié par les utilisateurs. Oui. Et nous, quand on reçoit comme ça des produits, en fait, nous, de notre côté, là, on est en mode back, je dirais, de notre côté, on va regarder le produit qui nous a envoyé. Et donc là, je vous montre la partie cachée du décor. Et on va demander pour chacune des choses qui sont des données qui sont rentrées, des documents justificatifs que vous ne voyez pas, qui sont visibles que d'Upcyclia, qui sont privés, qui prouvent que ce qui est avancé est vraiment vrai. Parce qu'on a, par exemple, la FDS, la Bill of Material, tous les éléments qui permettent en fait de pouvoir justifier. Et nous, on fait un contrôle de la qualité du passeport de manière à assurer que les utilisateurs ont un produit sur lequel ils peuvent être assurés en termes de performance et de transparence. C'est la petite difficulté dont parlait Caïs tout à l'heure, mais en réalité, ce n'est pas un label de plus, ce n'est pas une évaluation de plus, c'est juste une notation qui consiste à rendre plus visible des qualités et une performance environnementale qui existent éventuellement déjà au niveau du produit. Oui. Donc voilà, c'est ça qui permet ensuite de pouvoir construire des bâtiments circulaires. Donc je reviens sur ma présentation pour vous dire en fait à quel point c'est important
de s'appuyer sur des produits qui soient vertueux. Parce que finalement, l'économie circulaire, c'est un écosystème. Ouais, j'arrive pas. C'est un écosystème de ressources et d'acteurs. C'est-à-dire que la base, c'est d'avoir des produits qui ont un potentiel de non-toxicité, un potentiel de circularité, de faible empreinte carbone, etc. Derrière, ces produits qui sont listés ici, auxquels vont avoir accès donc les équipes de maîtrise d'œuvre, vont pouvoir être en plus intégrés. Alors évidemment, on trouve là-dedans tous les produits de la Basignès, les produits Cradle et bien sûr beaucoup d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que ces produits-là, on va pouvoir également, parce que les passeports sont associés à un identifiant, être associés soit à travers des bases d'objets BIM, soit directement au niveau des outils BIM exploitation ou BIM exécution au début, puis BIM exploitation derrière, aux objets BIM qui sont dans le bâtiment, digitalisés. Donc, quand on utilise un BIM, on va digitaliser le bâtiment. Il n'y a pas uniquement la version maquette 3D, il y a également aussi de la donnée. Cette donnée se retrouve sous forme d'objet BIM, qui peut être par exemple une façade, une menuiserie, etc. Et maintenant, on associe en fait le passeport, on est capable d'associer du coup maintenant le passeport du produit de Vicona qu'on vient de voir à l'objet BIM correspondant, ce qui permet ensuite de pouvoir l'importer dans des outils métiers comme par exemple un outil qu'on qui s'appelle MyPsychia, qui permet de pouvoir calculer la signature circulaire du bâtiment, c'est-à-dire au niveau total du bâtiment, son empreinte CO2, son degré de non-toxicité, son degré de circularité et sa valeur économique résiduelle. Donc, plus on va utiliser des produits de qualité et de qualité prouvée et bien communiqués, comme par exemple les produits dont vient de parler Caïs, ou des produits comme Target ou d'autres, à ce moment-là, on va avoir un bâtiment qui va gagner en valeur et on va pouvoir être capable de prouver que les produits, de par leur conception, de par leur démontabilité quand ils sont donc un agrégat, et de par les écosystèmes potentiels derrière, qui peuvent être capables de revaloriser le produit par réemploi puis par recyclage ou par recyclage directement, on est capable d'avoir une valeur économique résiduelle. Et ça, maintenant, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de promoteurs s'y mettent parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient livrer en fait à leurs clients des produits avec une signature circulaire, une performance circulaire et une performance économique associée grâce aux performances des produits qui les constituent, qui va permettre de créer une survaleur, c'est-à-dire qu'une valeur ajoutée, une valeur économique, qui est finalement la somme des valeurs économiques résiduelles des produits qui les constituent, à condition qu'on les fasse tourner dans les bons cycles. C'est-à-dire tout ce qu'a décrit Caïs, c'est extraordinaire, mais si par exemple un des constructeurs décide d'enfouir parce que c'est plus facile pour lui, plus proche, ou je ne sais quoi, ben, tout ce aluminium est perdu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 35% du cuivre est perdu pour l'humanité, pour les générations futures, parce qu'il a été enfoui, alliagé, etc. Donc, pour revenir au schéma que j'avais au tout début, qui a été fait par l'université de Yale, on a un vrai problème et en tout cas un vrai besoin de recycler nos métaux pour continuer à pouvoir avoir un confort de vie cohérent et juste. Dans des produits de gestion circulaire des bâtiments, comme par exemple le produit MyPsychia, vous voyez, c'est là où on va trouver, c'est là où ça va être important d'avoir des gisements de produits bien caractérisés avec des passeports de qualité, donc des produits de qualité. Parce qu'à partir du moment où on a du coup des filières de transformation, comme par exemple celle qu'a décrit Caïs, ou des gens qui ont des besoins, comme ceux qui ont Hydro, justement, qui sont intéressés à récupérer du coup les matières usagées, et qu'on est capable de se connecter donc au BIM pour importer les gisements d'un bâtiment ou alors de les rentrer à travers des tableaux Excel ou à la main. Derrière, avec un peu d'intelligence, on est capable de créer des écosystèmes qui vont s'appuyer sur les transformateurs par rapport à des gens qui ont des besoins. Et c'est exactement ce qu'a décrit Caïs. Donc, Hydro, je pense, est intéressé à dire, voilà, moi, je prends tout ce qui passe, tout l'aluminium m'intéresse, et j'ai un super système de transformation qui me permet de refaire de l'aluminium régénéré et des fabricants dont Vicona qui en auraient besoin, puisqu'ils ont complètement tout verticalisé, typiquement auraient des besoins pour récupérer cet aluminium régénéré et pouvoir faire leurs produits façade et menuiserie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut générer des indicateurs en termes de CO2 évité, déchets évités, et aussi économie et revenus générés pour le propriétaire du bâtiment. Alors, je disais, aujourd'hui, un bâtiment coûte de l'argent à un propriétaire et source de déchets. Aujourd'hui, avec les bâtiments circulaires, quand je sors de l'aluminium, c'est une source de revenus pour le propriétaire de ces ressources-là. Donc, l'économie circulaire, c'est ça, hein, c'est quand on a effectivement la manière de gérer, la possibilité de gérer
de manière caractérisée des produits. On passe d'un système linéaire où avant on avait des tas de déchets dont on ne savait rien et qu'on essayait de se débarrasser auprès de gens qui étaient payés pour s'en débarrasser eux-mêmes à moindre coût. Là, au contraire, on gère ces ressources-là dès la construction, dès la rénovation, de manière à ce que quand on va vouloir rénover à nouveau ou déconstruire, on sache ce dont on dispose, on sache les prochaines lignes et qu'on soit capable de créer des écosystèmes à travers ce qu'on appelle un resource manager pour pouvoir alimenter les bonnes filières et que tout le monde s'y retrouve dans cet écosystème global de manière à ce que, ensemble, on crée un monde qui soit plus circulaire à l'image de la nature. Voilà. Dans cet exemple-là, vous voyez, on a un bâtiment qui a peut-être des produits Vicona et peut-être au sein d'un groupe immobilier, au sein d'une foncière ou d'un bailleur. Peut-être qu'on veut récupérer telle quelle une menuiserie sans forcément récupérer tout de suite son aluminium. Si j'ai un besoin interne à cette foncière ou ce bailleur, je peux faire du réemploi en boucle fermée parce que lui va dire j'ai besoin de tel type de menuiserie. Il utilisera pour ça en fait des formats de passeport. Et puis ça se trouve qu'il y en a là. Donc le resource manager qui gère cette mise en corrélation pourra répondre à ce besoin-là. Ou alors, il y a le besoin d'hydro, de récupérer d'aluminium. Ça part dans le processus que nous a montré Caïs, dans le processus Vicona, pour refaire de l'alu, pour refaire des moquettes, refaire des façades d'aluminium ou des menuiseries. Ou alors, si on n'a aucune possibilité, on peut faire du réemploi en boucle ouverte. Donc, du coup, on peut poster en fait ces gisements usagés sur les places de marché pour le public qui pourrait en avoir besoin. Oui. Voilà, donc comme l'a dit Caïs, en fait, il s'est abonné au cloud Upcyclea, aussi pour pouvoir mettre en évidence et rendre plus visibles des produits qui sont de grande qualité. C'est parmi nous, chez Upcyclea, on en va passer beaucoup de produits. C'est parmi les produits les plus vertueux que l'on constate, surtout quand on sait, comme Caïs est très transparente, à quel point, et en termes de CO2 et en termes d'énergie, la production d'aluminium est extrêmement coûteuse. Donc, je dirais qu'on va dans le mur s'il n'y a pas des fabricants comme Vicona et d'autres qui se mettent à rentrer dans cette boucle circulaire. Et nous, on recommande vraiment en fait ces types de produits, ces produits circulaires, parce que c'est comme ça qu'on fera des bâtiments circulaires, c'est comme ça qu'on pourra changer de paradigme et passer d'un monde linéaire qui gaspille à un monde circulaire qui nous connecte et qui nous rapporte. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, ce qu'on voulait partager avec Caïs. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais démuter tout le monde. Comme ça, tout le monde pourra prendre la parole. Vous pouvez vous démuter vous-même si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions? Ça a été tellement clair que vous n'en avez pas? Vous pouvez aussi les taper si vous êtes timide sur votre… Allô? Oui. Moi, j'avais une question sur la partie séparation là, de la peinture, la pyrolyse. Qu'est-ce que finalement est le bilan de combustion énergétique de ce système? Puisque vous disiez que ça récupérait pratiquement l'intégralité de l'énergie permettant à justement faire la pyrolyse. Oui, oui, elle y participe. Alors après, vous donnez le bilan comptable et vous dire les données chiffrées. Je ne peux pas les récupérer là, mais je pourrais vous les envoyer, les transmettre après. Mais dans l'intégralité, il est réintroduit dans le système. Après, donner des chiffres exacts, je ne saurais pas. Non, mais plutôt en pourcentage, qu'est-ce que ça représente plutôt que comptablement? Ah, par rapport à l'ensemble, c'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble de l'énergie qui est utilisée dans le système. Ce qu'on le voit, hein, cette façon vertueuse, elle réduit de 15% par rapport à une fonctionnalité standard d'une usine. Mais c'est moins de 5% qui va être réutilisé et qui contribue au fonctionnement de l'énergie, enfin, le cycle complet. Et vous dites que donc le coût, le prix de vente de ce que des profils que vous vendez était le même tarif que le neuf. Oui. Ça veut dire donc que finalement ça coûte assez cher de
de recycler finalement? Ou est-ce que Alors, c'est quand même intéressant, puisque c'est quand même un matériau qui est gratuit à la base? Est-ce que économiquement, c'est quand même pas intéressant? alors aujourd'hui, oui. Si on fait un constat, hein, en complète transparence aussi, alors ça nous coûte plus cher de l'ordre de 3% en général. Parce qu'on est on a une gestion des stocks qui est différente, parce que du coup, il a fallu gérer deux stocks, un stock qui soit pas recyclé, un stock qui l'est, des références, des commandes. Enfin, il a fallu faire tout un cheminement. Et il n'est pas gratuit non plus ce qu'on récupère, parce que pour l'instant, c'est pas un circuit que l'on arrive à. Aujourd'hui, quand on récupère de l'aluminium, c'est les circuits classiques, ça va chez le ferrailleur, les de Richebourg et autres. Donc, on n'a pas notre propre circuit de récupération de matériaux. Par contre, on les achète quand ils arrivent par camion directement arrivés sur l'usine. Alors, par contre, des fois, on a des petits malins qui rajoutent de l'eau, qui rajoutent du sable pour aller en dire l'ensemble. Mais on les achète, donc ça n'a pas un coût neutre. Mais comme on pense que demain, ça va être le standard et que ça va être imposé, on a pris, nous, le pari de le commercialiser au même prix et de le laisser tel quel. On aurait pu le vendre plus cher, mais on s'est dit qu'il valait mieux se mettre aujourd'hui sur les standards de demain. Comme ça, demain, quand ce sera imposé ou que ce soit commun à tout le monde, au moins, on sera prêt et on D'accord. l'aura absorbé. Et le circuit de collecte aujourd'hui de l'aluminium, il se passe comment donc, en Europe, on va dire? Alors, ça dépend des pays. Il y a des pays où on s'est organisé différemment parce que le circuit le permettait. Par exemple, en Allemagne, on a créé une association on a des camions qui tournent. Là, ce sont une association qui traite cette collecte, qui va récupérer des chutes de menuiserie chez les menuisiers, nos clients, chez qui on les vend. Donc, du coup, ils vont récupérer ces menuiseries-là. Par contre, ils ne les récupèrent pas sur les chantiers. Ils les Ouais. récupèrent dans post-consommation, pas la pré-consommation, pardon. Mhm. Ce circuit-là, c'est l'étape d'après, de pouvoir après récupérer. Pour l'instant, on ne peut pas le faire dans les différents pays parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais le but, c'est qu'à terme, on puisse se dire, là, on a le cas concret, on a un chantier à Bruxelles, un bâtiment je crois d'ailleurs. Et du coup, on a tout le bâtiment on nous a imposé, pas imposé, mais on nous a vivement recommandé de récupérer les menuiseries de ce chantier-là. Et là, on a travaillé dessus pour faire un circuit, pour dire de Bruxelles au Luxembourg. C'est un chemin qui est plutôt assez rapide. Donc là, le but, c'est vraiment qu'à terme, on puisse identifier un projet, identifier un chantier en disant ce projet-là, c'est de la rénovation. Je veux que ces menuiseries-là aillent dans le circuit de transformation et de recyclage tel qu'on l'a vu. Par contre, après, faire en sorte que les anciennes menuiseries de ce bâtiment viennent habiller et être utilisées pour les nouvelles menuiseries, là, c'est encore un peu plus complexe parce que le temps industriel du recyclage n'est pas le même que le temps. Ah non, mais c'est d'accord. Mais À partir d'un diagnostic avant démolition, vous seriez capable d'intervenir pour enlever les structures aluminium dans le bâtiment. pour les récupérer, oui, mais ça, c'est pas tout de suite, hein. Mais là, c'est le premier cas prototype que l'on fait à Pour Bruxelles. l'instant, vous n'avez pas les moyens d'aller chercher des cadres de fenêtres dans un bâtiment en démolition. Non, parce qu'on court-circuite les circuits habituels qu'il y a aujourd'hui. Donc, on n'est pas arrivé on n'est pas à ce niveau-là encore. D'accord. Et au niveau de l'aluminium, moi, comme ça, j'ai pensé Oui. que c'était plutôt l'industrie automobile ou ces industries où on utilise beaucoup d'aluminium qui était la meilleure source. C'est pas le cas. Non, parce que du coup, on est nous aussi dans ces industries-là. Enfin, l'aluminium là d'Hydro, il sert aussi bien à des cadres de vélo, de VTT que des cadres de Oui, non, voiture. mais pour la récupération. Ah, pour la récupération? Non, parce que c'est pas le même type d'alliage. Après, nous, dans le bâtiment, on est plus dans du 60-60T. Les autres caractéristiques, enfin, les autres aluminiums sont d'autres typologies d'alliage. L'alliage que vous utilisez pour faire du vélo ou des cadres de moteur dans l'automobile ne sont pas les mêmes alliages que ceux qui servent au bâtiment après. Donc après, D'accord. dans le propre circuit, Et quelle est la facilité donc de reconnaître l'alliage pour savoir dans quelle filière on va pouvoir être recyclé? là, c'est plus complexe. Mais si vous avez vu dans les vidéos, ce sont que des chutes de bâtiments que l'on voit. Donc, c'est D'accord. des profilés de bâtiments qui arrivent. Ce ne sont pas des cadres de vélo. Alors,
J'ai pas vu un seul cadre de Ouais, béton. ouais, non, mais c'est pour ça. Donc, ça veut dire que tout ce qui est, par exemple, automobile ou autre, donc tous les autres alliages, ils ont chacun leur filière pour un recyclage. Oui, dans leur process, mais aujourd'hui, c'est pas le cas de cet aluminium recyclé là. Là, il sert que au bâtiment. Là, vous D'accord. avez cette fonctionnalité pour le. Les canettes de Coca-Cola et compagnie, ça va où ça? Bah, aucune idée. J'ai aucune idée où ça va. C'est pas dans notre. Ok, C'est pas dans d'accord. notre. Donc, Aujourd'hui, en fait, Pierre, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, là, Caïs peut aller aussi loin qu'il le peut, mais c'est pas lui qui va Ouais, récupérer, c'est pas lui qui sait en fait. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de, vous voyez, de ces plateformes qui permettent de pouvoir justement caractériser les produits existants dans un bâtiment ou dans une industrie automobile ouais. et à travers un ressource manager de dire quels sont, comment je vais m'y prendre pour déposer et avec qui, collecter et avec qui, massifier peut-être et avec qui, et ensuite transformer, par exemple, à travers le système de régénération, de production d'hydro. Donc, c'est ça qui permet du coup, à travers c'est pour ça que ces notions de passeport circulaire, c'est que là, ça va permettre, en ayant en amont non seulement trier, mais aussi caractériser et peut-être même par design les bâtiments ou une automobile ou un avion, on sait exactement le type on va dire de matériaux qui constituent un produit. Et certains vont intéresser Hydro en termes d'aluminium et d'autres pas, parce que ce n'est pas forcément les mêmes filières. Oui. Aujourd'hui, la filière, par exemple, de la canette d'aluminium est très mal organisée, ce qui fait qu'aujourd'hui, les, l'aluminium des canettes est le plus souvent fait à partir de laitiers d'eau fourneau que de canettes en fait recyclées, même si elles vont aller nourrir d'autres flux. Ouais. D'accord. Donc il y a cette complémentarité dont je parlais tout à l'heure en fait entre des produits, des systèmes de transformation, mais également des gens qui ont exprimé des besoins par rapport à une qualité attendue. Et c'est comme ça qu'on va prendre certaines ressources usagées post-consommation en aluminium par exemple et qu'on va utiliser, s'appuyer sur certains gisements plutôt que d'autres. Donc, c'est vraiment toute cette notion, et c'est ça l'économie circulaire, c'est c'est comme si en fait on avait différents îlots ou différentes pièces du puzzle qui avaient chacune une action forte, mais qui n'étaient pas articulées suffisamment en écosystème comme dans la nature pour pouvoir optimiser le processus. Et ce qui fait que parfois il y a des gens qui ont des grandes capacités de transformation, mais qui se retrouvent sans intrants, ou des gens qui ont des besoins qui se retrouvent sans produits recyclés. Donc, l'idée, c'est vraiment de constituer un écosystème et c'est pour ça qu'on utilise la digitalisation. D'accord. Merci. Eh bien, c'est moi qui vous remercie tous. Il est 15 heures passées, donc comme promis, on se tient à 1 heure. Donc, si vous souhaitez revoir la vidéo, en fait, ça a été enregistré. Et le prochain webinaire est consacré au BIM et à l'économie circulaire avec la société Wiscad. Voilà. Je vous souhaite à tous toutes et toutes une très très belle fin d'après-midi. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Caïs. Au revoir, Eric.